La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Hello à tous, je suis à Station F aujourd'hui pour Tech for Longevity et je suis en compagnie de Gabriel Sian, que j'ai pas vu depuis 2-3 ans? 2 ans, je pense. Ouais. Gabriel, je vais le laisser se présenter, mais c'est un entrepreneur à succès que j'ai rencontré à Aix-en-Provence et qui m'a été mis en relation par le fondateur de Virgile, qui s'appelle Keivan. Keivan Nilforushan, tout à fait. Et il nous a dit, les gars, vous êtes deux personnes intéressantes, rencontrez-vous et parlez. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense, oui. C'était assez court et assez percutant comme intro. Et donc, on s'est rencontrés à Aix-en-Provence. On s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'étais au début vraiment du lancement d'OVNI Capital. Tu as eu la gentillesse de nous faire confiance. Je pense parmi la gentillesse de venir me voir ouais. Et puis de présenter ton projet. Donc, le fit s'est rapidement fait, je pense. Donc, parmi peut-être les 30-40 premiers souscripteurs de ce fonds-là. Et il y a quelques semaines, je découvre chez Andrea Ben Saïd, que j'apprécie aussi, un podcast sur la longévité qui parle de ton parcours d'entrepreneur. Et je me dis, mais mince, c'est pas vrai, je me suis fait voler pas la vedette, je m'en fous, mais en tout cas, l'occasion d'enregistrer avec Gabriel, parce que je suivais ce que tu faisais, mais pris par ce roadshow qui n'en finit plus côté OVNI Capital. J'avais pas eu le temps de te proposer des dates et te proposer d'enregistrer. Déjà, j'ai trouvé le contenu formidable et je me suis dit qu'on n'avait pas forcément les mêmes audiences et que c'est pas grave de sortir 1 mois après quand il y a des gens qui font des choses bien. Et donc, on salue Andrea s'il nous écoute. C'est pas grave de les copier, de s'en inspirer. Et donc, je t'ai envoyé un mail ou un WhatsApp et je t'ai dit, écoute, dans le cadre de Tech for Longevity, qui est un salon dont on est partenaire et où je suis intervenu sur une conférence, ça serait vraiment chouette que tu viennes me raconter une partie de ce que tu as raconté à Andrea et peut-être d'autres choses. Un grand merci dans un premier temps de m'avoir invité dans ce podcast et je suis ravi de partager un petit peu mon histoire et ce point d'inflexion majeur dans ma vie, de me lancer dans la longévité après un parcours d'entrepreneur sur des sujets tech, IA qui n'ont a priori rien à voir avec ce nouveau domaine. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, t'avais pas encore décidé. Tout à fait. J'étais dans cette phase, dans cet entre-deux. Puisque après 20 ans d'entrepreneuriat, j'ai vendu ma dernière société. C'était une très belle opération à un grand groupe américain coté en bourse. Et donc pour moi, c'était l'occasion de me poser et de réfléchir à ce que deviendrait la deuxième moitié de ma vie. Bon, il se trouve que j'avais aussi 40 ans depuis quelques mois. Et donc c'était une très bonne occasion, tu vois, de point de mi-parcours, se dire que rétrospectivement qu'est-ce que j'ai fait et puis également à quoi est-ce que je vais consacrer le restant de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai découvert la longévité, effectivement. Et donc avant de plonger, de sauter dans cet univers de la longévité, est-ce que tu veux bien effectivement te présenter, expliquer un peu quelles sont tes particularités, parce que moi je les connais, et rapidement cette première partie de vie qui a fait de toi un entrepreneur à succès avec cette boîte, on peut la citer, Getemail? Tout à fait. Tout à fait. Société qui a été absorbée par un grand compte américain qui s'appelle Dun & Bradstreet, qui l'a racheté effectivement le 1er octobre 2021. C'est le jour où on a signé le SPA. T'as lancé ça à la fin de tes études, c'est ça? Non, j'ai lancé ça en 2016. Avant, tu faisais quoi? Avant, j'ai eu l'entrepreneuriat dans mon ADN, dans les gènes. Quand j'étais gamin, j'ai fait du commerce avec des jeux sur des DVD. Plus tard, au lycée, avec des téléphones portables d'occasion. Bien évidemment, c'était des choses qui n'étaient pas légales, pas déclarées. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis dit, après avoir intégré une école d'ingénieur, après 2-3 années très exigeants en classe prépa, je me suis dit, pour la première fois de ma vie, je vais avoir la capacité de lancer un vrai business dans la légalité et puis vraiment donner libre cours à cette passion que j'avais dès que j'étais gamin. Et donc 20 ans plus tard,
Voilà, j'ai créé plusieurs sociétés, dont cette dernière, Getemail.io, que j'ai lancée en 2016 et que j'ai vendue en 2021. On dit souvent que les cycles des startups, c'est 5 ans à peu près. Eh ben, j'ai suivi cet adage à peu près à la lettre. 5 ans, c'est quand ça passe bien parce que les entrepreneurs sont bons, mais des Quand fois, ils ont fait plein d'erreurs voilà. avant et ils ont essayé de ne pas les reproduire sur leurs nouvelles expériences, effectivement. Top. Et donc, comment d'un coup, à 40 ans, tu as ce point de bascule où tu te dis, OK, la longévité et ce sujet va être ce dans quoi je vais consacrer l'essentiel de mon temps et de mon énergie. Comment t'en arrives à ce constat-là et... Donc très tôt, je me fais un plan de vie et je me dis, je vais passer la moitié de ma vie sur une vie, on va dire, d'une longueur statistique de 80 ans. Je vais passer la moitié de ma vie à gagner le plus d'argent possible. Et je vais ensuite passer la deuxième partie de ma vie à faire quelque chose qui a du sens pour moi, où la recherche de profit ne sera qu'une deuxième priorité éventuellement, sans pour autant dire que ça va être de l'humanitaire, mais sans non plus chercher le profit à tout prix. Et donc, après avoir vendu cette dernière société, j'atteins ce niveau d'indépendance financière et je suis hanté par 3 questions. La première, c'est comment est-ce que je rééquilibre ma vie parce que après 9 mois de due diligence d'un niveau d'intensité incroyable pour vendre la société et après 20 ans d'entrepreneuriat avec un niveau de stress chronique permanent à un tel point que je me rendais même pas compte, comment est-ce que je fais pour équilibrer tout ça et pour regagner une santé raisonnable? Première question. Tu avais l'impression d'être allé loin au niveau de ta santé, qu'elle commençait à se détériorer, tu pouvais vraiment sentir ces effets-là de l'entrepreneuriat sur ton corps? J'avais des signaux faibles que je n'écoutais pas forcément et j'avais aussi un déséquilibre de vie dû à cette intensité très importante de l'entrepreneuriat en général et surtout de la due diligence. Notamment par rapport à ma vie, à mes enfants. Mon numéro 2 est né pendant la due diligence, donc autant dire que j'ai pas été énormément à côté de ma femme pendant cette période-là. Et donc, il y avait une volonté de rééquilibrer ma vie, la composante de la santé faisant partie du mix dans son ensemble. Donc, c'est première question. Deuxième question, qu'est-ce que je fais de mon pognon? J'ai passé toute ma vie à entreprendre et en n'ayant pas de patrimoine à proprement parler. Donc tu es parti avec rien? Donc, je suis parti avec rien. Et tu arrives avec un certain patrimoine? Et j'arrive avec un certain patrimoine, avec zéro connaissance dans la gestion de patrimoine. Alors, de mémoire, si je peux en parler, tu as fait un peu de côté. T'es allé essayer de te battre avec des index, avec certaines performances de fonds. T'as fait un peu d'immobilier, un peu de start-up, donc des fonds comme ça. Suite, oui, ça c'est par la suite, effectivement. Mais au début, je ne savais rien. Et donc, quand tu vends ta boîte, t'as tous les banquiers du monde entier qui viennent taper à ta porte pour te proposer des produits financiers plus ou moins fumeux, avec toutes sortes de frais de gestion cachés dans le paragraphe 25. Nous, ils sont pas cachés, tu sais, hein, c'est 2%, c'est la pratique marché. Oui, je sais très bien, mais moi, je parle pas de ces produits-là, j'ai aucun problème. Par contre, je parle de ceux où tu comprends rien et à la fin, tu te retrouves avec des frais de gestion terribles, avec des rendements tout aussi terribles. Donc, qu'est-ce que je fais de mon pognon? Deuxième question. Et troisième question, c'est quoi mon prochain projet? Et c'est comme ça que j'ai découvert ce domaine absolument fascinant qui se cache à la vue de tout le monde, qu'est la longévité, avec un niveau de recherche absolument incroyable, des choses qui sont en cours d'arriver sur le marché, plus ou moins certaines qui arriveront dans les 10-15 prochaines années, puis d'autres complètement dignes de la science-fiction. Et je me suis rendu compte qu'après l'intelligence artificielle, la toute prochaine révolution serait cette révolution du vivant, de la longévité et de la biologie humaine, et que je voulais absolument faire partie de cette révolution-là et essayer de l'impulser le plus possible, de l'accélérer le plus possible. Et une fois que tu as compris ça, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui décortique un peu les problèmes. C'est assez rare, ça. Tu fais quoi? Tu lis beaucoup? Tu vas sur des événements? Tu rencontres 50 personnes qui sont dans l'industrie? Comment tu fais pour te dire, OK, c'est ce sujet-là qui m'intéresse, j'en ai une bonne lecture et je vais me lancer dedans? C'est quoi ton approche à ce moment-là? Ouais, alors le séquencement, ça a été très clair. Je vends ma boîte en 2021. Je passe 2022 à mettre au point une stratégie de gestion patrimoniale
que je mets en pilote automatique. Donc, je la conçois de telle manière à ce elle nécessite le moins d'investissement en temps possible. Je fais pas mal de délégations également. Et 2023, je me dis, voilà, je vais me lancer dans la longévité. Mais comme j'y connais rien à ce secteur, je vais dans un premier temps lire tout ce qui me tombe sur la main, me renseigner le plus possible et contacter le plus de personnes possible qui font partie de cet écosystème pour comprendre l'écosystème et pour comprendre également quels sont les facteurs limitants de cet écosystème-là. Là-dessus, tu as un secret. C'est que tu sais très bien gérer le cold emailing et contacter beaucoup de monde. Alors, tu as contacté combien de gens et combien t'ont répondu? C'est quoi Alors écoute, j'ai été tout à fait surpris. Moi qui provenais d'un monde où il fallait envoyer énormément d'emails et essayer de contacter plein de personnes pour espérer qu'il y en ait une qui veuille bien t'accorder un peu d'attention, je tombe à l'opposé dans un secteur d'activité où les gens sont tous passionnés et passionnants et où je contacte des gens partout dans le monde et les gens me répondent. Il y en a 1 sur 2, 1 sur 3 qui me répondent. Et te proposent une visio et d'échanger avec eux. Des discussions, voire même leur rendre visite. Dans certains cas, c'est comme ça que je suis allé aux États-Unis, que je suis allé au Portugal, que je suis allé au Monténégro, que je suis allé en Suisse, dans différents endroits, à Paris bien sûr aussi, avec des chercheurs et des entrepreneurs qui construisent ce monde de demain. Et donc, j'ai passé 2023 vraiment à comprendre cet écosystème, à me connecter à cet écosystème-là. J'ai voyagé un petit peu partout dans le monde, j'ai discuté avec plein de personnes. Et 2024, dans cette année, pour moi, c'est une année d'exécution. J'ai mis au point un plan d'action que je suis en train de dérouler petit à petit, en bon entrepreneur opérationnel que je suis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es une sacrée machine de guerre, en tout cas de la vision que j'en ai. C'est-à-dire, une fois que tu sais dans quelle direction tu veux aller, je vois, t'es dans l'exécution. Donc en 2023, tu rencontres quoi, une centaine de personnes, 150 personnes? T'arrives à le chiffrer ou pas? C'est compliqué à compter parce que quand tu vas dans des événements partout dans le monde, à la fois tu vois les mêmes têtes et à la fois tu peux approfondir et puis à la fois tu vois aussi des électrons libres que tu vois à certains endroits que tu vois pas à d'autres. Donc j'ai pas compté de manière effective. Mais je pense qu'on doit être autour d'une centaine d'experts, oui, entrepreneurs, venture capitalistes, médecins, chercheurs. Et tu sens lobbyistes aussi. Tu sens que c'est un nouvel Eldorado, en tout cas que comme tu dis, il y a eu l'IA, il y a eu le web, et ça va être le sujet vers lequel il va y avoir énormément d'investissements. On le voit déjà aux États-Unis, un peu moins en Europe. En tout cas, moi, c'est mon pari. Et comme disait Abraham Lincoln, la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même. Et donc, à partir du moment où je mets cette hypothèse-là, je fais aussi tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que ça devienne réalité. Et je suis pas le seul, loin de là. Et là-dessus, tu as une approche un peu singulière où on va dire que tu avances avec 2 projets en parallèle. D'une part, une espèce de plateforme et d'autre part, une fondation, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un seul projet, mais qui est relativement complexe, relativement long terme, et qui comporte plusieurs branches, plusieurs briques. Et donc, ce projet fait partie, est l'une des briques, cette plateforme-là. Donc, pour l'exposer de manière vraiment très synthétique, l'idée aujourd'hui, c'est de se dire que de la même manière qu'on a mis des fonds quasiment illimités pour aller sur la Lune dans les années 60, si on arrive à cette espèce de motivation, cette mobilisation au niveau mondial pour vaincre le vieillissement, l'humanité peut faire des choses extraordinaires. À partir du moment où on met les moyens en face. On l'a vu ça pendant le Covid. On l'a vu pendant le Covid. À un moment donné, c'est de la volonté. Tout le monde se met sur un sujet et on passe des étapes incroyables. Donc, c'est ça ton pari. C'est de te dire que finalement, ça va être ça le prochain gros sujet. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver le plus rapidement possible d'une espèce de chaos total et une désorganisation totale dans tous les pays du monde relatif à la recherche concernant le vieillissement? Comment est-ce qu'on arrive de ce point de départ-là à un point d'arrivée où on met des fonds, on considère que c'est une priorité nationale ou internationale, et on met des fonds pratiquement illimités jusqu'à ce qu'on finisse par craquer le problème. Et donc, pour aboutir à cette situation, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est monter dans un premier temps un startup studio exclusivement dédié à des projets rentables dans la longévité, qui nous permettra de créer des startups un peu sur tapis roulant dans ce domaine, rentable. Pourquoi rentable ? Justement, j'y viens.
Parce que finalement, les fonds privés savent financer des projets qui ont une promesse de retour sur investissement, disons, en moyenne x5, x3 en 5 ans. Enfin, c'est un ordre de grandeur. Si jamais je viens avec une proposition de valeur x1000 en 20 ans, le venture capital ne sait pas faire. D'accord. Et donc, l'idée, c'est d'avancer à deux vitesses, à la fois sur le court terme, sur des sociétés qui sont rentables dans le domaine de la longévité, d'en extraire un certain profit, un certain bénéfice, et d'investir ce bénéfice-là sur des projets plutôt long terme autour de l'influence du facteur politique, de l'éveil de la population sur ces enjeux-là, et également du déblocage des fonds publics pour la recherche dans la longévité. Et ce sont des choses qui durent longtemps, qui se projettent sur 10-15 ans pour obtenir des changements et des résultats concrets sur des domaines comme ça. Et donc aujourd'hui, ce Startup Studio et cette fondation, concrètement, c'est quoi? C'est une boîte qui est basée en France, que tu as capitalisé, toi, tu as mis de l'argent à l'intérieur. J'ai mis de l'argent dedans, tout à fait. Tu peux partager, est-ce que c'est des centaines de milliers d'euros, c'est des millions d'euros, c'est des dizaines de milliers d'euros? Pour l'instant, c'est des dizaines de milliers d'euros. D'accord. Parce que ce que je souhaite faire, c'est utiliser mes fonds propres pour faire effet de levier et convaincre le plus d'investisseurs possible de venir co-investir avec moi. Donc je voulais dès le départ construire une belle histoire avec un collectif d'investisseurs, et donc tout ça prend du temps, et je voulais absolument avancer de concert avec à la fois avec mon investissement personnel et avec l'investisseur de cette communauté, de ce club d'investisseurs dans la longévité. Donc l'idée c'est un startup studio. Tu démarres un peu sur fonds propres et petit à petit tu vas ouvrir probablement le capital de ce startup studio, c'est ça? Tout à fait. Pour en faire un mini fonds dédié aux meilleures innovations. Tout à fait. Rentables, tech rentables, dans ce secteur de la longévité. Tout à fait. Donc il y a deux écosystèmes dans la longévité. L'écosystème de la santé préventive, qui sont des choses très terre à terre, de prévention, que tout le monde peut comprendre, qui proposent des chemins vers la rentabilité tout à fait compatibles avec ce que le venture capital sait faire aujourd'hui. À côté de ça, tu as un autre écosystème qui est plus futuriste, plus audacieux, j'ai envie de dire, où on va financer des entreprises de biotechnologie qui vont essayer vraiment de découvrir les arcanes et les secrets du fonctionnement des cellules au niveau cellulaire et au niveau même moléculaire, pour comprendre les mécanismes du vieillissement et pouvoir le ralentir, ce processus de vieillissement, l'arrêter, voire même, soyons fous, l'inverser. Et donc, pour revenir, donc j'avais besoin de créer cette communauté d'investisseurs. J'ai personnellement financé 2 projets. Le premier étant iCare.ai, qui est une plateforme d'accompagnement dans la médecine préventive et la longévité pour tout individu comme toi et moi qui est en bonne santé et qui souhaite le rester le plus longtemps possible. Nous, on a une tagline, on vous aide à vivre 100 ans en bonne santé. Bien évidemment, il n'y a pas de garantie. Mais aujourd'hui, la médecine préventive permet d'envisager de manière réaliste, ambitieuse mais réaliste, d'offrir en fait cet objectif, cette possibilité-là à n'importe quel patient le souhaite. Et donc ça, c'est iCare.ai. Et avec ça, c'est quoi? Tu fais un espèce de bilan de tes clients. Tu leur mets à disposition des médecins qui leur permettent de leur dire bon, mais vous avez besoin de faire tel bilan, et ensuite ça va être ça. Et une fois que tu as fait ce check-up, tu les suis assez régulièrement, et ça se fait en échange d'une facturation, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est un abonnement qui aujourd'hui est estimé à 300 € par mois. Le pricing est encore en train d'évoluer, donc c'est vraiment... Donc il y a un tarif early bird pour les écouteurs auditeurs d'OVNI, c'est ça? Oui, ça sera communiqué à la fin de l'émission. Je me transforme en Mathieu Stéphanie. Bien fait. Donc c'est sous forme d'abonnement. Il y a des check-ups approximativement tous les mois de manière régulière. Il y a des analyses de sang, d'autres analyses, comme par exemple le séquençage génomique, l'âge biologique, d'autres examens hormonaux et ainsi de suite. À la suite de cet examen-là, on sort avec une évaluation globale de son état de santé, et également avec quelques points de fragilité sur lesquels on va devoir se concentrer pour prévenir l'arrivée de certaines maladies chroniques, comme par exemple le cancer, les maladies neurodégénératives, cardiovasculaires et le diabète de type 2 et le syndrome métabolique. Et effectivement, j'insistais sur rentabilité, mais parce que vu ton background d'entrepreneur tech, c'est un business facile à mettre en place. C'est-à-dire que à 300 € par mois, c'est ça?
donc ça te fait 3006 par an. Tu peux te permettre de faire un coût d'acquisition assez élevé, en tout cas au début, pour démontrer ton modèle. Tu dois avoir des niveaux de marge qui sont corrects. En tout cas, tu peux rapidement, et effectivement, avec quelques dizaines de milliers d'euros, une landing page, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'investissement très lourd, et tu peux démontrer que ça marche. C'est ça ton Voilà, plan. ce que je voulais, c'est mettre au point une brique. Après, je te cache pas que si jamais j'avais voulu faire du bénéfice, c'est pas ce domaine-là que j'aurais choisi. Mais en même temps, c'est une brique qui est à la fois accessible, qui est à la fois un point d'entrée dans mon projet, une première étape, et qui fonctionne suffisamment bien déjà et qui nous a permis de nous lancer. On a déjà plusieurs dizaines de patients. Il y en a d'autres qu'on onboard un petit peu toutes les semaines. Et on a pas mal avancé sur justement la typologie de patients avec lequel ce message résonne le plus possible, et également sur l'expérience utilisateur qui s'ensuit, puisque effectivement après il faut faire en sorte que le patient ait des attentes qui sont alignées avec le niveau de service qu'on peut offrir, et puis également les résultats qui peuvent en découler. Et donc tu parlais d'un deuxième projet? Voilà, donc ça c'est le premier projet. Donc c'est un projet vraiment de santé sur les deux écosystèmes dont je t'ai parlé. C'est cette histoire de santé préventive. Et le deuxième projet, c'est j'ai investi dans Stark-Edge Therapeutics, qui a été fondé par Thierry Mathieu, le fondateur de Synlab, qui l'a vendu il y a quelques années pour 1,3 milliard, et qui s'est consacré à la recherche contre le cancer et également la longévité. Il y a un effet et donc tu as investi en amorçage, c'est ça? J'ai investi, alors tout ça est un peu subjectif parce qu'il avait déjà un produit, il avait déjà une molécule. Mais c'était son premier tour de table, c'est ça? Non, c'était pas son premier tour de table, c'était le deuxième tour de table. D'accord. Après, c'était des tours de table assez raisonnables au vu des quel montants. Quel type de montant? Quelques millions d'euros? Je crois qu'il a levé quelques centaines de milliers d'euros, mais et tu as pu rentrer dans le deal parce que en 2023 tu as fait plein de rencontres, etc., et ça t'a semblé être la boîte la plus intéressante que tu aies vu passer. Voilà, et donc il attaque les cellules sénescentes après les traitements contre le cancer. Il y a pas mal de cellules qui sont dégradées et qui contaminent d'autres cellules, et donc l'idée c'est en fait d'attaquer ces cellules sénescentes là. Et cerise sur le gâteau, si on arrive à attaquer de manière très précise ces cellules à la suite de traitements contre le cancer, on peut également attaquer les mêmes types de cellules contre le vieillissement. Puisque les cellules sénescentes et les sénolytiques en général, c'est un grand sujet de développement, de recherche en ce moment, sont l'un des mécanismes qui expliquent le vieillissement. Ok, donc en fait, c'est vrai que je m'en étais pas aperçu, mais tu as une logique vraiment de plateforme où tu te dis... Finalement, la communauté que je crée, tout ce que je mets en place autour de la longévité, ça doit me permettre soit de lancer des business rentables, soit d'investir dans des business, mais d'être là très tôt et d'avoir une opportunité de gain par la suite. Et tout ça est de nature à conforter un peu ton track record, ton expertise, ton réseau, et te permettre de créer cette société un peu hybride, en fait, c'est ça? Tout à fait. Maintenant, j'ai un début de track record qui me permet d'aller voir des copains entrepreneurs qui ont vendu des sociétés, qui sont dans la même situation que moi, qui se posent les mêmes 3 questions. Comment je rééquilibre ma vie? 1. 2. Qu'est-ce que je fais de mon pognon? 3. C'est quoi mon prochain projet? Et de donner une possibilité de réponse en fait à ces 3 questions-là. 1. Viens chez nous, chez iCare.ai. On va prendre soin de ta santé. On te ramène à un niveau de santé optimal sur le court terme, et cerise sur le gâteau, tu vas vivre plus longtemps en bonne santé. 2, viens investir chez nous dans des boîtes concernant la longévité. La longévité, c'est potentiellement l'une des meilleures opportunités d'investissement de l'histoire de l'humanité. Et troisièmement, au fait, tu es entrepreneur, tu sais exécuter des projets, tu as des compétences opérationnelles, tu cherches une nouvelle aventure, viens monter des boîtes dans le domaine. C'était quelque chose d'extraordinaire. Écoute, c'est incroyable. En tout cas, j'avais pas vu cette logique-là dans nos premiers échanges. Et la vision finale, c'est pour ça que je parlais au début du côté plateforme et du côté fondation, c'est que tout ce travail-là pourra, à moyen terme, c'est ça, permettre de financer une fondation qui va avoir des effets vertueux, positifs sur ce sujet-là, la longévité. Je crois que tu expliquais dans le podcast que tu as fait avec Andrea, mais encore une fois, c'est pas forcément toujours les mêmes audiences.
que le but de cette fondation, c'était de faire du lobbying, c'était d'avoir un raisonnement très long terme. Est-ce que tu peux en dire plus Tout à fait. Donc moi, je me vois déjà là-dedans sur les 40 prochaines années. Tu vois, donc j'ai 43 ans, je me dis, statistiquement parlant, j'en ai encore pour 40 ans. Si je travaille bien et que les recherches viennent apporter de nouvelles réponses pour rallonger la durée de vie, ça va durer plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, je me projette sur 40 ans. Et donc, pour changer certaines lois, tu as besoin de te projeter sur les 10-15 prochaines années et de prendre des personnes qui font du lobbying. Alors, je sais que c'est un terme qui est un peu politiquement incorrect, mais il faut appeler un chat, qui vont faire prévaloir certains points de vue, notamment sur deux aspects très importants qui conditionnent le succès en fait de cette opération. Le premier, c'est de convaincre le gouvernement français, les gouvernements en général, d'investir plus sur la médecine préventive. Aujourd'hui, on attend d'être malade pour se soigner. Et souvent, on se rend compte que c'est déjà trop tard, le mal est déjà fait et qu'on arrive dans des situations qui sont irréversibles. L'idée, ce serait justement, plutôt que de traiter 10 ou 15% de la population quand c'est trop tard et qu'ils sont déjà malades, c'est de traiter 100% de la population en mode préventif. Et donc, je suis pas en train de promettre la rentabilité du Big Pharma. Je suis en train de leur montrer une autre voie où non seulement qu'ils vont continuer à être très rentables, mais en plus de ça, ils vont faire du bien à la population plutôt que de l'entretenir dans l'état de maladie dans lequel elle se trouve actuellement. Et on la pousse. Donc, première chose, investir plus sur la médecine préventive. Aujourd'hui, ça n'existe pas en France et c'est la croix et la bannière pour bénéficier d'un quelconque soin en médecine préventive en France. Mmh. Et j'ai des anecdotes là-dessus. Deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on repousse les limites de la longévité aujourd'hui par de la recherche. Sauf que les fonds publics alloués à la recherche sont aujourd'hui entièrement consacrés au traitement des maladies chroniques. Or, si on considère que la vieillesse et le processus du vieillissement est à l'origine et la racine même de ces maladies chroniques-là, eh ben, ce serait plus intéressant d'aller traiter le problème à la racine plutôt que d'en traiter les conséquences. Et donc, pour changer ce paradigme-là, il faut aller au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et changer la définition même de la maladie. Aujourd'hui, la vieillesse n'est pas considérée comme une maladie et j'imagine qu'il faut 15 ans pour faire prévaloir ce point de vue et aboutir à un petit paragraphe dans la réglementation qui définit la vieillesse également comme une maladie. Ouais, encore une fois, tout à l'heure sur Tech for Longevity, j'écoutais un intervenant qui montrait ça et il disait, voilà, l'IA, il n'y a pas eu de barrière, il y a eu un développement assez incroyable. Le principal risque du marché de la longévité, justement, le mur, c'est le régulateur. Et donc, comme toi, moi, je vois ce lobbying d'un point de vue assez positif. C'est ce qui va permettre d'innover, d'apporter des solutions. Et c'est vrai que si on est en Europe les champions de la régulation, encore une fois, ce qui va se passer, c'est qu'aux US et dans d'autres pays, ils vont aller plus vite que nous, ils vont monter les leaders mondiaux et nous, on se partagera les miettes. Arnaud, en fait, il faut comprendre que ce domaine est tellement de niche aujourd'hui qu'il y a des gens dans le monde entier. Il y a quelques pèlerins solitaires dans chaque pays qui se réunissent ensemble et qui travaillent de concert pour repousser les limites de la longévité et pour comprendre ce mécanisme-là. Donc, c'est plus une entreprise mondiale plutôt qu'une entreprise nationale. Et on a aujourd'hui en France des chercheurs d'un niveau exceptionnel qui malheureusement sont sous-exploités, sous-employés. On a d'autres pays où la régulation est plus permissive. On a d'autres pays où il y a beaucoup d'argent. Et finalement, quelque part, chacun a quelque chose à offrir dans cette espèce de puzzle géant qui est ce mystère du processus du vieillissement. Et donc, je pense qu'il faudrait que la France et l'Europe, effectivement, aillent dans le bon sens. Mais en même temps, c'est pas quelque chose on n'est pas vraiment en concurrence, on est plutôt dans la coopération. Ok, très clair. Écoute, Mathieu a cette punchline où il dit « Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons ». La première fois que je t'ai rencontré, je me suis dit ce mec-là, c'est vraiment un ovni. En tout cas, la boîte qu'il a montée, le track qu'il a, la façon dont il réfléchit, etc. J'étais vraiment bluffé. Et puis, j'ai passé 24 mois à la mine, à aller chercher les 170 souscripteurs par un, t'as réussi. 2 ou 3 instits. On est dans un jour un peu particulier aujourd'hui où je peux pas lâcher l'info, mais où on a une confirmation d'un instit assez significatif qui devrait porter le fonds OVNI entre 35 et 45 millions. Pendant toute cette période-là,
j'ai pas vraiment pris soin de ma santé. Je me suis levé tôt, je me suis couché tard, j'ai été dans des trains, et le dirigeant, l'entrepreneur a toujours ce truc-là de se dire on verra plus tard, je prendrai soin de moi plus tard et tout. Toi, aujourd'hui, concrètement, vu que tu as attaqué cette deuxième partie de ta vie, comment tu prends soin de ta santé? Et pour finir là-dessus, c'est quoi les conseils que tu vas donner aux gens qui nous écoutent et qui vont peut-être changer leur vie? Si je prends juste ce dernier exemple, moi, c'est en écoutant le podcast de Mathieu Stéphanie avec le fondateur de Strava que je me suis remis à faire du sport et je pense que ça m'a en partie sauvé sur les 12-18 derniers mois d'avoir une pratique sportive régulière et ça m'a permis de tenir le choc. Donc, quel conseil tu donnes et qu'est-ce que tu t'appliques à toi-même? Oui, donc déjà, faire quelque chose, un peu de sport, bien manger, etc., c'est toujours mieux que ne rien faire, dans un premier temps. Ensuite, si jamais on veut aller un peu plus loin que ça, il faut se faire accompagner d'un médecin qui est spécialisé dans la longévité et qui va pouvoir nous permettre de comprendre les complexités et les particularités de notre propre corps, qui n'est pas la moyenne des autres corps, en fait. Et il y a, dans la longévité, il y a 4 maladies chroniques, comme je l'ai déjà énoncé, le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2 et les désordres métaboliques. Et il faut comprendre quel est notre facteur limitant. Quelque part, on est un système complexe et il y a toujours un facteur limitant là-dedans, de la même manière que dans une chaîne, la chaîne a la résistance du maillon le plus faible. Donc, il faut déjà savoir identifier ce maillon le plus faible de son état de sa santé et se concentrer là-dessus. Donc, il y a toute une batterie d'examens, de questionnaires, il y a des antécédents familiaux et on croise, il y a éventuellement le séquençage génomique et on va croiser toutes ces données-là pour essayer d'en dégager les facteurs les plus qui sont le plus à risque chez soi. Une fois qu'on a identifié ça, on va adapter des mesures de médecine préventive pour préempter justement l'arrivée de ces maladies-là qui ont le plus de chances de survenir chez nous, et ce qui n'est pas forcément le cas d'autres individus. Donc, de manière très concrète pour moi, pour vraiment illustrer, donc sur les 4 maladies, moi j'ai des facteurs de risque sur le syndrome métabolique et le diabète de type 2 parce que antécédents familiaux, ma mère a le diabète de type 2. J'ai eu d'autres antécédents familiaux parce que j'ai des gènes qui me prédisposent au diabète de type 2, parce que les examens que j'ai faits, et je suis allé vraiment très loin là-dedans, ont montré que j'avais un niveau de glucose qui était relativement élevé et qui me plaçait dans la catégorie des prédiabétiques, et que les pics de glucose étaient au-dessus de ce qui était considéré comme normal. Et donc j'ai un sujet là-dessus et il faut vraiment que je me concentre là-dessus. Premier point pour moi. Deuxième point, les maladies neurodégénératives. J'ai un gène ApoE avec un allèle E3 et un allèle E4, ce qui me prédispose en fait avec un facteur de risque multiplié par entre x2 et x4 par rapport à la moyenne de la population pour avoir des maladies neurodégénératives. Mes grands-mères ont souffert, ou celles qui est encore en vie souffrent de maladies neurodégénératives. Je sais que j'ai ce facteur de risque-là. Eh bien, il y a des mesures préventives à prendre pour préempter l'arrivée de ces maladies-là. Voilà. Donc, ça, c'est de manière très concrète pour moi, mais encore une fois, pour toi, ça va être différent, et pour chacun de nos auditeurs, ça va être différent. Ce qui est fascinant, en tout cas, ce que j'entendais dans les discussions, etc., c'est à titre individuel, il faut prendre conscience que ce n'est pas à l'État de prendre soin de notre santé, c'est pas à notre maman, c'est pas à notre femme, c'est pas à notre conjoint, c'est à nous de se prendre en charge et de pas laisser filer ce sujet-là qui est central et qui est important. Ça résonne super bien avec l'entrepreneur que je suis, et j'ai un autre message à faire passer à tes auditeurs, qui est aussi un message vraiment porteur d'espoir. C'est de se dire que le génome qu'on a ne compte que pour un tiers approximativement de ce que l'évolution, notre vie biologique va être tout au long de notre vie. Et les 2 tiers restants, c'est l'épigénétique, c'est les choix qu'on fait dans notre vie, c'est ce qu'on mange, c'est comment est-ce qu'on gère notre stress, c'est comment est-ce qu'on gère nos relations, et ainsi de suite. Donc encore une fois, c'est un message porteur d'espoir, de se dire que finalement, le futur est entre nos mains. Et notre sort est entre nos mains. Écoute, quand on s'est rencontrés il y a 2 ans et demi, je savais pas trop à quoi ça allait servir, tout ça. Et je m'étais dit, c'est génial, Gabriel, c'est un mec tech. Quand j'aurai des due diligence, je pourrais faire appel à lui. Et puis, on a des enjeux sur la data qu'on collecte avec Affinity, etc. On en reparlera peut-être dans un autre épisode.
Et j'étais très très loin de m'imaginer que tu ferais partie des 2, 3, 4 personnes qui m'aideraient à pousser cette réflexion de est-ce que je prends suffisamment soin de moi ou pas, comment trouver les bons équilibres. Et voilà, je l'ai dit dans le podcast que j'ai fait avec Henri Nicolas au début, et j'ai pris un peu cette intervention sur cet événement de Tech for Longevity comme une patate chaude parce que Augustin était à Slush et qu'il fallait que je me tape cet event à Paris. Et finalement, en 2-3 mois, je commence à avoir une meilleure compréhension du sujet. Je me prends même à me passionner du truc, à me dire, en fait, j'aimerais bien investir une partie de l'argent qu'on a levé sur OVNI dans cette thématique-là. Donc merci de prendre ces 35-40 minutes ensemble. C'est un vrai plaisir de te retrouver, même si c'est une journée un peu chaotique dans laquelle il y a des nouvelles, on intervient sur des tables rondes, le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est un peu la vie qu'on a choisie tous les deux, d'être entrepreneurs, et on aime ça aussi. Tout à fait. Et merci à toutes les personnes qui nous écoutent sur ces contenus qu'on sort avec Mathieu Stéphanie, avec Augustin, avec Thomas. On est ravis de continuer à le faire. Pour l'anecdote, on est dans un format d'enregistrement mobile, donc juste avec un petit Tascam ou un petit Zoom et 2 micros posés à l'arrache sur une table dans une belle salle de réunion à Station F. Et voilà, on espère que écoutez Gabriel Sian, qui est un des souscripteurs du fonds OVNI, donc un de nos soutiens et un formidable entrepreneur qui, j'en suis sûr, va faire des très belles choses dans ce secteur de la longévité, vous aura plu. Et n'hésitez pas à le contacter. On te contacte comment sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, effectivement, chez iCare.ai, IKARE.ai, contact. Ou alors sur le site de la fondation 2060.life, 2060.life. Génial. Merci Gabriel, à très bientôt. Merci à toi Arnaud.